New York, début des années 80. Une ville en pleine mutation, mais aussi en proie à la peur. Des disparitions étranges, des meurtres non élucidés, une police indifférente et un virus encore inconnu qui commence à décimer toute une communauté. C'est dans ce contexte sombre que se déroule la saison d'American Horror Story New York. Cette saison est sans doute l'une des saisons les plus réalistes de la série. Exit les fantômes ou les sorcières, ici l'horreur est bien réelle et terre à terre. Meurtre des membres de la communauté gay, montée de la peur, inaction des autorités et l'ombre grandissante d'un virus inconnu. Derrière les personnages de la série, des faits, des noms et des histoires bien vraies. Alors si je vous racontais les véritables histoires qui se cachent derrière American Horror Story New York, ça vous intéresse ? Dans le New York des années 80, un tueur en série s'attaque à des hommes gays, semant la panique au sein de la communauté LGBT. Alors que les corps s'accumulent, Gino Barelli, un journaliste du Native, un journal gay militant, tente de découvrir la vérité derrière ces crimes ignorés par la police. Au cœur de cette chasse à l'homme, Patrick Reed, un détective gay du NYPD, et compagnon de Gino, déchiré entre sa loyauté envers son métier et son identité qu'il garde encore partiellement secrète. Le couple est entraîné dans une spirale infernale, mêlant enquête, activisme, sexualité et paranoïa. Mais ce tueur n'est peut-être que la partie visible d'un mal plus profond. Un virus inconnu commence à circuler, frappant d'abord sans être compris, tandis qu'un mystérieux homme en cuir et une présence énigmatique en lien avec des pratiques BDSM rôdent. La peur devient palpable et les institutions ferment les yeux. American Horror Story New York mêle thriller policier, horreur psychologique et drame social, tout en mettant en lumière les débuts de la crise du VIH, l'abandon des autorités et la résilience d'une communauté dans une ville rongée par le silence. Et ce climat, cette tension, s'inscrit dans des événements réels, celui de la communauté LGBT des années 80. Dans les années 80 et 90, New York est un épicentre culturel et un refuge pour la communauté LGBTQ+. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, m'en voulez pas. Des quartiers comme le Village et Chelsea deviennent des lieux de ralliement où les personnes queer peuvent s'exprimer plus librement. Les bars et les clubs gays, la scène drague, ainsi que les premières grandes manifestations pour les droits LGBT rythment la vie de cette communauté en quête de reconnaissance. Mais cette quête de liberté s'accompagne d'une hostilité grandissante. L'Amérique conservatrice voit d'un très mauvais œil l'avancée des droits pour les gays. Et l'épidémie de sida va venir aggraver la situation. L'arrivée du VIH dans les années 80 frappe de plein fouet la communauté gay, rapidement pointée du doigt comme seule responsable de la propagation du virus. Ce climat, alimenté par la peur et la haine, et le gouvernement américain, sous l'administration Reagan, reste largement silencieux face à la crise. Pendant des années, l'épidémie est minimisée. Les financements pour la recherche sont quasi inexistants et les malades sont abandonnés par les autorités. Dans les rues, l'hostilité monte, les agressions envers les homosexuels augmentent, et les victimes sont rarement prises au sérieux par la police. Et la violence contre cette communauté est souvent banalisée. La presse, elle aussi, participe à cette marginalisation, décrivant parfois le sida comme une punition divine. Et cela va donc renforcer les clichés homophobes. À cette époque, les droits de la communauté homosexuelle sont quasi inexistants. Et le fait d'être simplement gay peut coûter un emploi, un logement, voire même la vie. Et les forces de l'ordre, indifférentes, voire complices, ferment les yeux sur les agressions homophobes. Dans ce climat de rejet, de nombreux tueurs en série et criminels opportunistes ciblent les hommes homosexuels en toute impunité. Beaucoup de meurtres sont mal enquêtés ou classés sans suite. La police partant du principe que les victimes ont pris des risques inutiles. Et c'est ce climat de méfiance et de rejet que la série met en avant. Et quand je parle de tueurs en série ciblant la communauté gay, c'est pas exagéré. Dans le New York des années 80-90 de la série, alors que la communauté LGBT lutte déjà contre la marginalisation, un mal, plus insidieux, s'infiltre dans ses cercles les plus intimes. Les bars gays, censés être des refuges, deviennent soudain le terrain de chasse d'un prédateur invisible. Personne ne sait qui il est, ni à quoi il ressemble,
Il se fond dans la foule, il sourit, il charme, puis il frappe. Les disparitions commencent à s'accumuler. Un homme sort d'un bar avec une nouvelle connaissance et ne rentre jamais chez lui. Un autre est retrouvé mutilé, son corps abandonné comme un avertissement macabre. Au début, les liens entre ces crimes ne sont pas évidents. La police, peu encline à prendre ses affaires au sérieux, classe les meurtres comme des règlements de compte ou des accidents. Mais dans la communauté, la rumeur se répand, un tueur est là, il cible les leurs. Et ce tueur, c'est Whiteley. Vous vous en doutez donc, ce personnage de tueur en série visant la communauté homosexuelle est bien inspiré d'un véritable personnage. Un tueur en série nommé le Last Call Killer. Au début des années 90, plusieurs événements inquiétants commencent à secouer la communauté homosexuelle de New York, notamment dans les quartiers animés de Manhattan. Dans une époque marquée par l'épidémie du VIH et une stigmatisation persistante, les bars gays restent des lieux de rencontre essentiels, offrant un refuge et un espace de liberté à une communauté encore largement marginalisée. C'est dans ce contexte que des disparitions inquiétantes sont signalées. Des hommes, souvent vus pour la dernière fois dans des bars assez célèbres, tels que le Townhouse Bar ou le Five Oaks, cessent subitement de donner des nouvelles. Certains sont des hommes d'affaires en visite, d'autres des résidents locaux, mais tous semblent partager un mode de vie discret, leur homosexualité étant tenue secrète, même auprès de leurs proches. Quelques jours ou quelques semaines après ces disparitions, des découvertes macabres viennent confirmer les craintes. Des sacs poubelles contenant des restes humains sont retrouvés le long des autoroutes du New Jersey et de Pennsylvanie. Les corps, méthodiquement démembrés, rendent l'identification difficile, mais une constante se dessine rapidement. Toutes les victimes sont des hommes homosexuels. Malgré la gravité des faits, les enquêtes avancent très lentement. Le manque de coordination entre les différentes juridictions, combiné à un certain désintérêt des médias et de la police envers les crimes visant les membres de la communauté gay, retarde la progression des investigations. Et la peur grandit au sein de la communauté de la ville. Et certains commencent à prendre des précautions, évitant de rentrer seuls avec des hommes inconnus, ou partagent davantage leurs déplacements avec des amis de confiance, ou avec des gens assez baraqués, comme moi. Arrêtez de vous marrer là. Ce qui aurait pu être des affaires isolées commence alors à révéler un schéma troublant. Les victimes semblent avoir été choisies avec soin, et le mode opératoire démontre une précision inquiétante, suggérant un individu méthodique et organisé. Pendant plusieurs années, la menace plane, invisible mais bien réelle, laissant une communauté dans l'angoisse et un mystère encore entier pour les enquêteurs. Malgré les cadavres retrouvés et les similitudes entre les affaires, l'enquête sur ces meurtres peine à avancer. La police de New York, de Pennsylvanie et du New Jersey, où des parties de corps sont découvertes, ne collabore pas ou très peu. Les victimes, toutes homosexuelles, sont considérées comme ayant pris des risques. Être homosexuel, ça se choisit, n'est-ce pas? Et les meurtres sont relégués au second plan. Dans la communauté gay, la peur est désormais bien installée. Les disparitions continuent, et il est évident qu'un tueur en série rôde. Mais en dehors des cercles LGBT, peu de gens s'en soucient. Les bars et les clubs gays restent des lieux de rencontre essentiels, mais deviennent aussi synonymes de danger. Les hommes commencent à prendre des précautions, à ne plus partir seuls avec des inconnus, mais cela n'empêche pas le tueur de frapper à nouveau. Les enquêteurs ont très peu de pistes, il n'y a pas de témoins, pas de vidéosurveillance. Et le mode opératoire du tueur, drogue, enlèvement, meurtre et démembrement, laisse peu de preuves exploitables. Les meurtres ne semblent pas motivés par un simple excès de rage, mais plutôt par un besoin de contrôle et d'exécution minutieuse, ce qui suggère que le criminel a des connaissances médicales ou anatomiques. Pendant des années, le tueur reste un fantôme. Il choisit ses victimes avec soin, veille à ne laisser aucune trace qui pourrait permettre son identification. Chaque découverte de corps est un nouveau choc pour la communauté gay qui réalise que personne n'est à l'abri. Et ce n'est qu'en 2001 que l'affaire connaît une avancée majeure. Grâce au progrès des techniques d'analyse d'empreintes digitales, les enquêteurs parviennent enfin à faire le lien entre les sacs poubelles contenant les restes des victimes et un homme, Richard W. Rogers Jr., un infirmier discret et sans histoire, du moins en apparence. Lorsqu'il est arrêté, l'horreur se révèle. Rogers est un homme intelligent, méthodique, qui a su échapper à la justice pendant près d'une décennie. Pourtant, en fouillant dans son passé, les enquêteurs découvrent un détail troublant. En 1973, il avait déjà tué un homme, son colocataire, Fred Spencer, qu'il a tué à coups de marteau. Cependant, il plaide la légitime défense
et est acquitté. Ce qui aurait dû être un signal d'alarme passe inaperçu. Rogers disparaît ensuite dans l'anonymat et poursuit sa carrière d'infirmier. C'est qu'un meurtre à coups de marteau, ça va. Dans les années 80 et 90, Rogers commence à fréquenter des bars gays de Manhattan, comme le Townhouse Bar ou le Five Oaks. Ces lieux sont connus pour attirer des hommes homosexuels plus âgés et souvent discrets. Un détail qui joue en sa faveur. Beaucoup de ces hommes mènent une double vie et n'ont pas forcément de proches qui signaleraient immédiatement leur disparition. Son modus operandi est froid et calculé. Il approche ses victimes avec bienveillance, les met en confiance, les séduit et en profite pour les droguer à leur insu. Puis les emmène chez lui et là, il les tue. Il les découpe avec une précision chirurgicale et disperse les restes dans des sacs poubelles le long des routes. Il veille à ne laisser aucune trace exploitable, ce qui rend l'enquête extrêmement difficile. Pendant près de 10 ans, Rogers reste insaisissable. Mais en 2001, un élément crucial change la donne. La police décide de comparer les empreintes retrouvées sur les sacs poubelles avec celles de leur base de données, et là, bingo, elles correspondent à celles de Richard Rogers. Lorsque la police fouille son appartement, elle découvre des carnets, des coupures de journaux et d'autres documents qui prouvent qu'il suivait ses crimes avec attention. Rogers a été surnommé le Last Call Killer parce qu'il ciblait ses victimes à la fermeture des bars, au moment du Last Call, c'est-à-dire le dernier service avant la fermeture de l'établissement. Après je dis ça, moi je reste rarement au bar jusqu'à la fermeture. L'arrestation et la condamnation de Rogers ont permis à de nombreuses victimes de retrouver un sentiment de sécurité. Il a été reconnu coupable de 2 meurtres, même s'il est fortement coupable d'en avoir commis bien plus. Richard Rogers a été condamné à 2 peines de prison à perpétuité en 2005. L'affaire du Last Call Killer a mis en évidence la manière dont les crimes contre les personnes LGBT étaient souvent négligés par la police et les médias. Elle a contribué à sensibiliser le public et les forces de l'ordre à la nécessité de traiter ces affaires avec plus de sérieux et de réactivité. Dans American Horror Story New York, un personnage intrigue, hante et terrifie à la fois, Big Daddy. Masqué, imposant, vêtu de cuir, il apparaît sans prévenir, rôdant autour des clubs, des rues sombres et même des appartements. À première vue, il ressemble à un tueur en série classique. Bon, hormis qu'il est habillé en BDSM. Un prédateur silencieux qui traque ses victimes dans l'ombre. Mais plus l'histoire avance, plus un détail troublant se dessine. Big Daddy n'a pas toujours besoin de frapper physiquement pour tuer. Parfois, il est là, simplement présent, observant ses cibles. Et peu après, celles-ci tombent malades, disparaissent, comme si sa seule apparition scellait leur destin. Son rôle dépasse celui d'un simple assassin. Il est une présence inévitable, inarrêtable, qui s'attarde autour des hommes queer de New York, particulièrement ceux qui commencent à montrer des signes de faiblesse. Il est la mort qui guette, l'ombre qui menace, invisible, qui s'abat sur la communauté sans que personne ne comprenne vraiment comment et pourquoi. Car derrière son masque de cuir et son imposante stature, Big Daddy représente bien plus qu'un simple tueur. Il incarne une épidémie qui a décimé une génération entière, frappant de manière aussi soudaine qu'incompréhensible à l'époque. Il n'a pas besoin d'armes pour tuer, il est la maladie, le spectre d'un fléau qui s'abat sur la ville, emportant avec lui ceux qui avaient encore toute une vie à vivre. Vous vous en doutez donc, ce que représente Big Daddy, cette épidémie, cette maladie, c'est le VIH, le sida. A mystery disease known as the gay plague has become an epidemic unprecedented in the history of American medicine. That today from the Center for Disease Control in Atlanta, topping the list of likely victims are male homosexuals who have many partners and drug users who inject themselves with needles. Medical experts say the disease kills 4 out of every 10 people it strikes and that it threatens to explode in the nation's cities. Au début des années 80, une mystérieuse maladie fait son apparition aux États-Unis, touchant principalement certaines communautés urbaines. Les premiers cas signalés concernent des jeunes hommes auparavant en très bonne santé, qui se retrouvent hospitalisés avec des symptômes sévères. Affaiblissement du système immunitaire, affection opportuniste, perte de poids drastique. Au départ, les autorités médicales peinent à comprendre la nature du problème, et l'absence de traitement efficace aggrave la situation et augmente l'angoisse. Cette nouvelle maladie est donc rapidement associée à des groupes spécifiques, comme la communauté gay, ce qui entraîne une forte stigmatisation et ralentit les efforts de recherche et de sensibilisation. La peur et l'ignorance alimentent la désinformation et beaucoup de patients sont rejetés, y compris par certains professionnels de santé.
Face à l'augmentation rapide des cas et la médiatisation croissante, des scientifiques commencent à chercher activement la cause et le mode de transmission. Quelques années après les premiers cas, les chercheurs parviennent à identifier l'agent responsable et à comprendre son mode d'action sur le corps humain. Le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, c'est une IST, c'est-à-dire une infection qui peut se transmettre lors de relations sexuelles. La particularité du VIH est qu'il s'attaque aux cellules du système immunitaire, en particulier aux lymphocytes, des cellules qui protègent le corps contre les attaques des maladies et autres infections. Une personne infectée par le VIH est dite malade du sida lorsque son système immunitaire commence à s'affaiblir, et ce jusqu'à ce qu'il ne réussisse plus à protéger cette personne contre des maladies et autres infections. C'est à partir de ce moment-là qu'apparaissent les maladies opportunistes. Les maladies opportunistes sont des maladies qui profitent que l'organisme soit sans défense pour l'attaquer. Voilà globalement ce qu'est le sida. Cependant, à l'époque, lorsque la maladie commence à se propager, elle est mal comprise. Les médecins ne savent pas comment elle se transmet au début. Il n'y a aucun traitement efficace, et les patients semblent mourir quelques mois après avoir été infectés. Très vite, les médias commencent à parler d'une maladie inconnue et mortelle, alimentant l'angoisse du public. Au début, la majorité des cas identifiés concernent des hommes homosexuels, en particulier dans les villes comme New York, San Francisco ou Los Angeles. Cela mène à un discours homophobe qui associe immédiatement la maladie à la communauté gay. Certains journaux et médecins l'appellent même le cancer gay, ce qui contribue à renforcer la stigmatisation. Les personnes atteintes sont marginalisées, stigmatisées, accusées d'avoir mérité leur sort, et ce en raison de leur mode de vie. Certains groupes conservateurs et religieux y voient même une punition divine, renforçant les discriminations contre les homosexuels. Au lieu d'agir rapidement, les autorités américaines ignorent la crise. Le président américain Ronald Reagan ne prononce pas le mot sida avant 1985, alors que des milliers de personnes sont déjà mortes. Mais arrivé aux années 90, la prise de conscience s'accélère. L'arrivage de campagnes de prévention, notamment avec des messages autour du port du préservatif, le virus est désormais reconnu comme un problème de santé publique mondiale et non une maladie liée à une seule communauté. Puis les années 2000 marquent un changement radical, grâce aux progrès médicaux, qui permettent aux personnes séropositives de vivre une vie quasi normale. Des traitements sont mis en place pour permettre à une personne infectée de ne plus transmettre le virus. Les célébrités et personnalités publiques vivant avec le VIH commencent à parler ouvertement de leur statut, aidant à briser le tabou. Aujourd'hui, la perception du VIH continue à évoluer, et ce, grâce à l'éducation sexuelle et des campagnes de prévention qui permettent la réduction des risques. L'accès au traitement a considérablement amélioré la qualité de vie des gens infectés, et l'arrivée de la PrEP, j'espère que je prononce ça correctement, un traitement qui permet aux personnes séropositives de réduire considérablement le risque de contamination. Cependant, il y a des moyens assez simples de s'en protéger. Il y a des dépistages, une simple prise de sang qui permet de savoir si on est infecté ou pas. D'autant plus que dans de nombreux services hospitaliers, le dépistage est gratuit. Cela ne fait pas de mal et ça peut vous sauver la vie. Et il existe un autre moyen qui fait pas mal non plus, c'est le préservatif. Ouais, je suis un gros baiser. American Horror Story nous a habitués à des saisons remplies de fantômes, de monstres, de vampires et de phénomènes paranormaux. Mais la saison New York est bien différente. L'horreur ne vient pas d'un monstre ou d'une maison hantée, mais bien de la réalité même. Oui, il y a des meurtres, du suspense, un tueur qui rôde, mais l'histoire que cette saison raconte est avant tout celle d'une communauté frappée par une menace invisible, incomprise et laissée pour compte. Big Daddy n'est pas un simple tueur en série, il est l'ombre d'un fléau bien réel qui a marqué l'histoire. Cette approche plus terre à terre nous montre que l'horreur n'a pas forcément besoin d'être surnaturelle pour être effrayante. Parler du VIH, de la stigmatisation et de l'indifférence du monde face aux tragédies donne à cette saison une dimension plus personnelle et engagée. Notamment pour Ryan Murphy, le showrunner de la série, qui a souvent exprimé ses thèmes dans ses œuvres. Avec New York, American Horror Story ne nous fait pas seulement peur, elle nous rappelle aussi une réalité qu'il ne faut jamais oublier. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour la première fois, je m'adresse à une communauté en particulier, la communauté LGBTQIA+. Désolé, je l'ai pas prononcé à chaque fois, j'ai dit LGBT pour être plus simple. J'espère que ma vidéo a été juste et en aucun cas offensante pour vous. En tout cas, si vous voulez aider la chaîne à se développer, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire constructif, à vous abonner et aller voir les autres vidéos de la chaîne.
Et sur ce, les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Protégez-vous.